pense que le président d'Eurométropole a tout à l'heure souligné que la valeur des choses, c'était aussi dans la transversalité. La transversalité a une valeur ajoutée, et je pense que c'est important. Ici, je représente un territoire bien plus petit qu'Anvers, bien plus petit que Namur, et donc un territoire aussi plus, entre guillemets, sinistré au niveau industriel. Je pense que la Smart City est aussi un outil de restructuration du territoire, et donc on peut parler de territoire intelligent. On m'a posé la question de savoir, tiens, pourquoi doit-on devenir une Smart City? Je pense que la réponse, elle est dans cette photo. Si demain, nous ne sommes pas des Smart Cities, nous sommes les Amish de demain. En 5 ans, on parlait de l'horizon 2020. En 5 ans, on va arriver à 5 ans, 200 milliards d'objets connectés. On va, en 5 ans, jusqu'à 2020, on va doubler le nombre de smartphones. 27% des données vont être gérées par des objets connectés, 27 à 30% d'ici l'horizon 2020. Donc, on va de toute façon être submergé par une vague de données. Soit on les utilise, soit on sera dépassé. Et on peut les utiliser pour modifier le territoire, pour générer un impact sur le territoire. Alors, pourquoi devenir une Smart City? Parce qu'il y a une évolution du territoire. Si je prends le cas d'Herstal, par exemple, eh bien, nous avions anciennement de l'industrie qui était plutôt en ville. Donc Herstal, c'est la ville de la FN, c'est la ville de Texpace Aéro, c'était aussi la ville en partie de Cockerill-Sambre, qui est devenue Mittal depuis. Nous ne sommes pas impactés comme Seraing, nous ne sommes pas impactés comme Charleroi, qui avait la sidérurgie en plein centre de ville, mais effectivement, on a eu un style de fort centrifuge qui a fait que les commerces, et ce n'est pas la seule ville d'ailleurs qui rencontre ce problème-là, comme les industries, se sont retrouvées plutôt en périphérie, sur la ceinture externe de la ville, sur un territoire somme toute assez petit, 24 km², 40 000 habitants. Donc ça, c'est pour repréciser l'échelle par rapport aux deux villes qu'on a citées. Et donc les changements sont plus rapides. Les citoyens, avec leur smartphone en poche, ont besoin de solutions tout de suite. Prenons par exemple le cas de Better Street ou de Fix My Street. On signale aujourd'hui un nid de poule, le citoyen veut que demain il soit comblé. Et il ne se soucie pas de savoir si c'est la ville qui est responsable de la voirie, si c'est la province, si c'est la région, si c'est une voirie peut-être même privée dans certains cas. Et donc, il y a une vitesse de ces objets connectés, il y a une vitesse chez le citoyen, on en parlait justement, et il faut répondre à ça. Donc, on doit répondre à ça notamment par des transversalités. Pourquoi? Parce qu'on doit s'adapter plus vite et on doit aussi trouver des solutions plus souples. Plus souples avec aussi des économies d'échelle, et donc la transversalité permet ces économies d'échelle, notamment parce qu'on va pouvoir massifier notamment des données et réagir plus vite. Par exemple, je ne serais pas arrivé ici si j'avais fait confiance à mon GPS dans la voiture. Je suis arrivé ici parce que j'ai un Waze, et mon Waze m'a renseigné sur base d'une information que quelqu'un a partagée en étant déjà venu. Ce n'était pas possible avant. Donc ces nouvelles solutions permettent justement de résoudre certains problèmes. Ça n'existait pas avant. Et puis alors, donc justement, il faut aussi des indicateurs. Ça, c'est très important et je pense qu'il nous en manque encore. Un exemple, quel est le coût sociétal d'une voiture qui tourne pendant 1 heure dans une ville avant de trouver sa place de parking parce que justement, on n'a pas indiqué la place de ce parking de façon smart. Non seulement ça peut être accidentogène, mais aussi en termes de pollution. Donc il y a encore des indicateurs qui nous manquent et on travaille effectivement dans le groupe que Nicolas a précisé tout à l'heure au niveau de Digital Wallonia, tout comme d'ailleurs avec le Smart City Institute, à essayer d'avoir des indicateurs parce que le choix politique nécessite aussi des indicateurs. La décision publique, c'est d'abord, si je fais un investissement, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc c'est important d'avoir des indicateurs et ça permet aussi de voir quelle est l'évolution des usagers par rapport à une situation zéro et on peut alors, à ce moment-là, réseauter un schéma. Ceci, c'est grosso modo le schéma transversal de la ville de Herstal. Donc, on a une nouvelle gare, donc on travaille sur la mobilité, avec un croisement avec de la mobilité douce. Avec l'Université de Liège, on développe un projet biotech innovant avec un chauffage qui vient d'un incinérateur proche de la ville. Donc on va récupérer l'eau chaude. On a déjà, on parlait de citoyenneté, un nouvel hôtel de ville qui a été nominé parmi les projets Belfius. Le chauffage urbain, je viens de l'évoquer, donc on va récupérer l'eau chaude d'un incinérateur. Le Wi-Fi urbain, parce que c'est important d'avoir aussi de la donnée qu'on va pouvoir utiliser dans ce cadre-là. On a un projet Smart Créativité et enfin un projet Smart Commerce qui est assez important puisque moi je travaille dans une structure essentiellement dédiée au délitement du commerce en ville. Et donc, pourquoi devenir une Smart City? Parce que ça concerne les citoyens, on vient de le voir avec différents points. Les investisseurs, parce qu'effectivement il y a un style de Smart Public Facilities
qu'on met en place, notamment dans un zoning industriel qui est sur notre territoire, qui est le plus grand zoning industriel de Wallonie, et aussi, évidemment, les usagers, parce que s'il n'y a pas d'adhésion des usagers, il n'y a pas de Smart City, clairement. Ici, je vais, par exemple, vous parler de ce point commerce, où on a des résultats assez favorables, puisqu'on a déjà une augmentation de commerce de 3% sur 2 ans. Et le schéma qu'on a mis en place, qui est d'ailleurs sur la marketplace de Digital Wallonia, c'est un schéma où on a d'une part un répertoire géolocalisé qui permet de faire un regroupement, une collation, si vous voulez, d'achats en ligne dans différents magasins. Donc on a mutualisé, massifié un service finalement qui va pouvoir être rendu non plus en camionnette, mais en mode doux, parce que là aussi, on a des startups justement qui se positionnent sur ces créneaux-là. Et enfin, avec un point de dépôt, puisque le zoning que j'évoquais tout à l'heure fait 9000 personnes. Donc 9000 personnes, avec une extension prévue encore de territoire, on est au quart de la population, et donc avec une poche importante de clientèle. Et donc ça permet non pas de faire du web to store ni de l'e-commerce, mais d'amener encore une autre valeur en ramenant quelque part du chiffre d'affaires des commerçants qui, effectivement, comme on l'a dit, comme dans toutes les villes, souffrent du reformatage des villes. Alors, devenir une smart city, donc il faut absolument faire un diagnostic, et un diagnostic qui est disruptif. On doit pouvoir, dès le départ, dire, OK, on a une situation, mais un défaut peut être une qualité. Avoir un zoning industriel qui tourne quasiment en stand-alone, comme ça, en vase clos, ça peut être aussi un atout. Donc ça, c'est assez important. Développer la transversalité, on l'a dit, entre territoires et entre solutions. Et d'ailleurs, les nouveaux outils Smart permettent justement d'avoir des données avec une lecture très différente, et ça, je pense que c'est important. On a aussi évoqué la nécessité, je pense qu'on l'évoquait à Anvers, d'accompagner les utilisateurs. Souvent, le gestionnaire Smart, ou le gars qui est un peu geek, ou le gars qui est dans une start-up, il parle à un autre gars de la start-up. Il ne parle pas forcément à l'utilisateur final. Et on constate quand même qu'il y a parfois un gap entre ce qu'on pense que le client connaît et ce que l'utilisateur final connaît vraiment. Et là, je pense qu'on est parfois un peu trop geek et qu'il y a un accompagnement important, ça relève quasi de l'éducation permanente à avoir. J'évoquais le cas de Better Street tout à l'heure, c'est ça aussi. Il faut avoir un peu de pédagogie. Et enfin, il faut proposer surtout des outils transversaux. Si, par exemple, on a le transport en mode doux qui va aller desservir le zoning, il ne va pas desservir le zoning uniquement pour notre projet, mais il va avoir à chaque niveau une offre différente. Je vais donner un exemple. Ce projet n'aurait pas pu se faire si la Poste avait continué à faire ses consignes connectées. La société Cubi a repris les consignes connectées de la Poste et en a fait un outil open source. Les consignes connectées de la Poste étaient uniquement desservies par la Poste. Aujourd'hui, ces consignes connectées vont être desservies aussi par UPS, aussi par DHL, aussi par la Poste, aussi par TNT et par des opérateurs locaux. Donc, plus on va avoir des éléments qui vont être open source, c'est valable pour les données, c'est valable pour les outils, plus on va pouvoir avoir de souplesse sur la mise en place de Smart City. Alors, comment intégrer les citoyens au processus Smart City? Bien, évidemment, il faut consulter avant, ça a été évoqué aussi. Il faut surtout des indicateurs précis avec du zérotage, parce qu'il faut leur faire partager l'évolution des choses. Il faut communiquer de façon croisée, parce que les projets ne sont pas pris isolément. Il faut permettre justement le partage et l'adhésion en ce compris sur les réseaux sociaux, en bien et en mal, et ça c'est vrai qu'il faut le gérer, et profiter d'une dynamique de massification et avoir un monitoring permanent. Alors, les intérêts et les avantages, c'est une meilleure accessibilité de services. Les outils Smart ont raccourci quelque part et le temps et l'espace, de façon virtuelle. Il y a la création de dynamiques nouvelles qui viennent avec les Smart Cities. Et puis, on a aussi une adaptabilité qu'on doit avoir par rapport à un cadre administratif. C'est vrai que le cadre juridique freine parfois certains usages. Je vais donner un exemple. Le GDRP, aujourd'hui, empêche Proximus de donner des données à travers son Proximus Analytics en dessous de 30 utilisateurs. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser certaines données pour dire, tiens, dans une gare, le train, ça vaut encore la peine qu'il passe. Parce qu'un wagon, on ne va pas pouvoir le dire, OK, il y a moins de 30 utilisateurs, il n'a pas de données, quoi. Donc il faut voir un peu quel cadre administratif. Et donc,
ces éléments doivent permettre justement d'avoir des indicateurs et une vision claire au niveau des politiques publiques, avec des nouvelles solutions par rapport à des nouveaux problèmes. Ça, justement, c'est un des exemples sur 14 jours de l'analyse Proximus Analytics sur la zone des Hauts-Sarts. Donc, on voit d'où on part, on voit où on vient, mais avec le JDRP, comme je le disais tout à l'heure, on a une vision très macro, mais ça nous donne de nouveaux outils, ça nous donne de nouvelles informations, et c'est important au niveau de la gestion d'un territoire. Alors, quelles sont les perspectives? Les centres-villes vont encore fort évoluer. Ils vont évoluer notamment parce que le commerce va évoluer. On va avoir de plus en plus de dropshipping, de plus en plus de stocks qui ne seront plus dans les magasins, mais qui seront livrés par l'extérieur. Alors, aussi avec une logistique qui va devoir s'adapter, une augmentation de cette petite logistique, la réappropriation d'espaces qui étaient jugés il y a quelques années obsolètes, des anciens espaces industriels, et on a ici un exemple magnifique par rapport à ça. On a aussi l'apparition de nouveaux besoins, et donc l'apparition de nouveaux métiers forcément. Et puis je pense que le cadre légal doit évoluer. Il faut bien se rendre compte aussi que la technique va tellement vite que le législateur ne peut pas suivre. Quand on voit l'apparition du GDRP aujourd'hui, qui est nécessaire, on voit qu'à la limite, elle est choquante peut-être pour certains, parce qu'elle vient assez tard, et que pendant longtemps, il y a eu des opérations sauvages qui ont été faites en matière de données, et donc je pense que c'est important. Donc il y aura des nouvelles chaînes de valeur qui en seront déduites, et aussi une vitesse de décision avec de nouveaux tableaux de bord. Ça, ce sont les perspectives, je pense, qu'on peut avoir. Et donc par rapport à ça, je répète, on a déjà évoqué pas mal de points, surtout avoir des indicateurs par rapport à la balance coût-investissement. C'est vraiment très important au niveau de la décision publique.